Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Albert Hubbard. C'est une figure américaine, disons, assez unique du début du XXe siècle. Et on a sous les yeux des extraits de ses carnets. Alors c'est un mélange d'aphorismes assez percutants, d'anecdotes aussi personnelles, et puis de réflexions sur la vie, le travail. Enfin, un matériau assez éclectique. Notre but, essayer d'aller un peu au-delà de la surface, extraire la substance de ses pensées. Elles sont parfois un peu déroutantes et parfois étonnamment modernes en fait. Hubbard, lui, il cherchait une connexion très directe. Il écrivait un truc du genre je m'adresse à l'humain, à celui qui lit, c'est cette personne que je veux servir. Le fait d'être humain nous rapproche. Je comprends l'autre parce qu'il est une partie de moi-même. C'est un peu cet esprit de connexion universelle qu'on va essayer de retrouver. Alors, allons-y, commençons cette exploration. Un des fils conducteur assez évident chez Hubbard, c'est cette idée de connexion humaine. Et ça passe beaucoup par l'amour et le service, on dirait. Il dit envoyer seulement de l'amour et il insiste vraiment sur l'utilité, le service rendu. Ce qui est bon, c'est ce qui sert l'homme et l'élément important, c'est terre et le lieu et le moment est maintenant. C'est très direct comme approche. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il ne s'arrête pas à une vision purement sentimentale de l'amour. Il le connecte très concrètement à la force intérieure, à la résilience. Il écrit, par exemple, que le souvenir d'un grand amour, même s'il est perdu, ça peut agir comme un lest contre toutes les tempêtes. Ça nous ancre, quoi. Ça nous inspire à vivre de manière plus noble. Il parle aussi de ce qu'il appelle la Trinité bénie, du Père, de la Mère et de l'Enfant. Ça souligne l'importance vraiment fondatrice de la famille pour lui. D'accord, cette trinité. Mais alors, comment il arrive à concilier cette vision qui est un peu idéalisée, presque sacrée de l'amour familial, avec son affirmation très pragmatique que ce qui est bon, c'est ce qui sert? Où est le lien en fait? Ben justement, l'autre facette de sa pensée sur l'amour est très très pragmatique. Il dit l'amour que nous donnons est le seul amour que nous gardons. Pour lui, vous voyez, l'amour, c'est pas une possession, un truc qu'on accumule. Non, c'est une énergie qui prend sa valeur seulement dans l'échange, dans le don, dans le service à l'autre. Du coup, l'amour devient une action, un moteur pour servir l'homme. C'est là que l'idéal et le pratique se rejoignent. Aimer, c'est agir utilement pour l'autre. C'est une force active, pas juste un sentiment passif. Je vois. Cette notion d'action, ça nous amène directement à un autre thème central chez lui, son insistance quasi obsessionnelle sur le présent. Nous croyons au maintenant et ici. Il martèle ça. Et il critique assez vertement ceux qui vivent dans la nostalgie ou alors qui attendent un futur hypothétique. Il dit que ça dilue le présent, que ça le vide de sa substance. Exactement. Pour Hubbard, la meilleure et peut-être même la seule préparation pour l'avenir, c'est de vivre maintenant et ici du mieux qu'on peut. Et cette focalisation sur le présent, ça s'inscrit dans une vision du monde un peu plus large qu'il expose, un univers qu'il voit comme fondamentalement planifié pour le bien. Il va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'autre diable que la peur. C'est une posture assez radicale quand même. Et radical, oui, et peut-être un peu optimiste. Quand il dit qu'il voit la beauté partout, qu'il considère le travail comme une bénédiction et la mort comme naturelle, aussi bonne que la vie elle-même, comment ça s'articule avec les souffrances, les injustices, les difficultés bien réelles que lui-même a dû connaître et observer au début du XXe siècle? Ça semble un peu déconnecté, non? C'est une excellente question. Je pense pas qu'il faille y voir une sorte de naïveté béate ou un déni des difficultés. Son insistance sur pas d'autre diable que la peur, ça suggère plutôt que notre réaction aux événements, notre état d'esprit est primordial. En se concentrant sur l'action possible dans le présent, en cultivant une forme d'acceptation de ce qui est, y compris la mort comme partie intégrante de la vie, il propose une voie pour ne pas être paralysé par la peur ou le regret. C'est moins une négation du malheur qu'une stratégie pour y faire face. Agir, ici et maintenant, avec les moyens qu'on a, plutôt que de se laisser submerger par ce qu'on ne contrôle pas. C'est une philosophie de l'agentivité, en quelque sorte. Une philosophie de l'agentivité et de l'action. D'accord. Et ça nous conduit tout naturellement à sa vision du travail et de la réussite. Il faut pas d'agir, il faut agir utilement. Pour rester sur Terre, il faut être utile, il écrit ça. Et c'est là qu'il devient assez critique envers l'éducation de son époque. Ah oui, il a des mots très durs pour l'éducation classique. Il l'accuse de former des intellectuels coupés du réel, voire de rendre le jeune inapte au travail pratique et concret.
Il lui oppose ce qu'il appelle, de manière assez imagée, l'université des dures épreuves. L'université des dures épreuves, qu'est-ce qu'il entend exactement par là? C'est une sorte d'école de la vie? Précisément, c'est l'apprentissage par l'expérience directe, par la confrontation aux réalités du terrain, souvent à travers des difficultés, des échecs. C'est l'idée qu'on apprend mieux en faisant, en se frottant au monde réel, plutôt qu'en accumulant des connaissances théoriques déconnectées. C'est une vision très pragmatique, très américaine dans un sens, qui valorise l'initiative et la capacité à résoudre des problèmes concrets. Mhm. Et pour illustrer ce qui mène au succès dans cette université, il utilise des figures historiques. Washington pour la confiance en soi, Jefferson pour la concentration, Franklin pour l'industrie. Des qualités personnelles fortes donc. Tout à fait. Et il développe aussi cette figure du boss. Alors attention, pas le patron au sens hiérarchique strict, mais plutôt celui qui assume, quoi. Il le décrit comme quelqu'un qui évolue constamment, qui n'a pas peur de porter le fardeau, de prendre les initiatives et les responsabilités difficiles. Et, chose intéressante, il trouve sa joie non pas dans le statut, mais dans le jeu lui-même, dans le défi que représente le travail. C'est une vision assez dynamique du leadership, en fait. Et dans ce contexte, il donne une importance mais capitale à la loyauté. Il affirme même qu'une once de loyauté vaut une livre d'intelligence. C'est fort comme déclaration, hein. Mettre la loyauté au-dessus de l'intelligence, c'est pas un peu surprenant, voire potentiellement risqué dans le monde de l'entreprise, non? C'est provocateur, c'est sûr, mais il faut le replacer dans sa vision globale qui met vraiment l'accent sur le caractère et la fiabilité. Pour Hubbard, l'intelligence seule, sans loyauté, c'est-à-dire sans engagement fiable envers une cause, une équipe, des principes, ça ne mène pas loin ou ça peut même être nuisible. Dans un contexte où il valorise l'action collective et la construction, il a lui-même fondé la communauté des Roycrofters, la confiance mutuelle et la fiabilité des individus sont absolument essentielles. La loyauté devient alors le ciment qui permet à l'intelligence de s'exprimer de manière constructive. C'est sans doute moins une dévalorisation de l'intelligence qu'une affirmation que le caractère prime sur la compétence seule pour construire quelque chose de durable. D'accord, ce primat du caractère, on le retrouve au cœur de son concept de l'homme sans poing, le 100-pound man. Qui est cet idéal masculin, selon lui? Alors, c'est l'incarnation même de cette fiabilité et de cette solidité morale. L'homme sans poing, c'est celui sur qui on peut compter. Il est décrit comme quelqu'un qui vit sobrement, qui paye ses dettes, qui s'occupe de ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Hubbard utilise l'image de l'homme sous son propre chapeau. Mais le plus important, ce sont vraiment ses qualités moraux intrinsèques. L'honnêteté, la persévérance, la maîtrise de soi. Hubbard insiste vraiment là-dessus. Dans la course de la vie, ce sont ces qualités moraux qui font la différence à long terme, bien plus que les seules capacités intellectuelles ou le talent brut. Et il oppose cet idéal à une figure qu'il appelle le paranoïaque. C'est un terme un peu fort, non? Il parle sans doute pas de paranoïa au sens clinique du terme. Non, effectivement, le terme est choisi pour frapper les esprits, c'est son style, quoi. Ici, le paranoïaque, selon Hubbard, c'est plutôt l'individu rongé par un ego démesuré, une auto-importance excessive, qui se sent constamment lésé ou incompris. Il le dépeint souvent comme quelqu'un qui critique beaucoup, mais qui produit peu. Et il fait un lien intéressant. Il suggère que cette mentalité découle souvent d'une jeunesse où l'individu a été exempté de travail utile, où il n'a pas appris la valeur de l'effort et la nécessité de contribuer concrètement. C'est une critique de l'oisiveté et de l'égocentrisme, qui sont vus comme des obstacles majeurs à la fois au succès personnel et au bien commun. On voit bien ce fil rouge, le caractère, action utile, responsabilité. Et cette philosophie, elle s'étend visiblement jusqu'à sa conception de la santé et de la longévité. Il en parle beaucoup, d'ailleurs. Il s'appuie notamment sur l'exemple de son père, qui était médecin et est resté actif jusqu'à plus de 90 ans. Oui, et ces préceptes en matière de santé sont d'une simplicité presque radicale pour nous aujourd'hui, mais très ancrée dans une certaine sagesse populaire et l'observation. Modération alimentaire, manger moins, il dit, respiration profonde, exercice régulier en plein air, sommeil suffisant. Il reprend l'idée qu'il partageait avec son père médecin que la majorité des maux sont fonctionnels, c'est-à-dire liés à notre mode de vie, à nos indiscrétions, comme il dit, les excès, les mauvaises habitudes, tout ça. Cette idée que la plupart des maladies viendraient de nos indiscrétions et que les médicaments seraient souvent plus nocifs qu'utiles. Est-ce que c'est pas une vision un peu réductrice, voire dangereuse, face à la complexité des pathologies qu'on connaît aujourd'hui?
Oui, vu avec nos connaissances médicales actuelles, cette affirmation semble évidemment trop générale et potentiellement trompeuse pour certaines maladies, c'est sûr. Mais il faut la replacer dans le contexte du début du XXe siècle. La médecine moderne était encore balbutiante, l'arsenal thérapeutique était limité et parfois toxique. On utilisait encore beaucoup de remèdes à base de mercure ou d'opium, par exemple. Donc, la critique de la surmédication et l'accent mis sur l'hygiène de vie, l'air, l'eau, l'exercice, une alimentation simple, c'était des courants importants à l'époque, en réaction aux pratiques médicales parfois agressives et peu efficaces. Hubbard insiste sur la capacité du corps à s'auto-guérir si on lui en donne les conditions. C'est une idée qui a toujours sa pertinence, même si bien sûr elle ne peut pas s'appliquer à tout. D'accord. Et au-delà de l'hygiène de vie, il semble donner une importance énorme à l'attitude mentale pour la longévité. Absolument. Pour lui, l'esprit a un pouvoir considérable sur le corps. Il conseille de ne pas se fixer de limites d'âge psychologique, de ne pas prendre sa retraite mentalement, quoi. Rester actif, curieux, engagé dans les affaires humaines, continuer à apprendre et à travailler au sens d'activité utile, c'est essentiel. Et puis, il y a cette devise qu'il met en avant. Never say die. Ne jamais baisser les bras, ne jamais s'avouer vaincu par l'âge ou l'adversité. C'est encore cette philosophie de l'action et de la volonté qui domine. Et cette volonté d'autonomie, de pensée critique, elle se manifeste aussi de manière assez virulente dans ses opinions sur la religion organisée. Il ne mâche pas ses mots, là non plus. Non, en effet. Il aborde la religion avec le même pragmatisme et la même méfiance envers les dogmes que pour le reste. Pour lui, la Bible, c'est un livre important, oui, mais un livre parmi d'autres. Elle doit être respectée, dit-il, seulement si elle instruit ou inspire, au même titre que les écrits d'Emerson ou de Whitman, qu'il admirait beaucoup d'ailleurs. Il rejette complètement l'idée d'une inspiration divine surnaturelle pour le christianisme. Il voit ça plutôt comme une construction humaine qui a évolué naturellement au fil du temps. Et il va même plus loin. Il l'accuse d'avoir parfois créé les maux qu'elle prétendait combattre. Oui, il pointe du doigt ce qu'il considère comme les effets négatifs de certaines formes de religion institutionnalisées. La promotion de la superstition, l'entretien de la pauvreté par la résignation, la division entre les hommes. Sa critique fondamentale, et ça rejoint son obsession du présent, c'est que la religion organisée détourne trop souvent l'attention et l'énergie des individus du maintenant et ici. En focalisant soit sur un passé idéalisé, les origines, soit sur un futur hypothétique, le paradis, l'enfer, eh bien, elle empêcherait les gens de s'investir pleinement dans l'amélioration concrète de leur vie et de la société aujourd'hui. Alors, s'il rejette la religion organisée comme ça, quelle est sa propre forme de spiritualité, si on peut dire? S'il y en a une, c'est quoi son alternative? Sa religion, si on veut utiliser ce mot, ça semble être une éthique de vie très concrète fondée sur 4 piliers qu'il met constamment en avant. Le travail utile et bien fait, l'étude, l'apprentissage continu par l'expérience et la lecture, la santé, prendre soin de son corps et de son esprit, et l'amour, la connexion et le service aux autres. C'est une spiritualité humaniste et pragmatique, ancrée dans l'action terrestre et la responsabilité individuelle. Le divin, s'il existe, se manifeste pour lui dans la nature, dans le travail bien fait, dans les relations humaines authentiques. D'accord. Et pour illustrer toutes ces idées sur l'action, le caractère, la nature humaine, Hubbard utilise beaucoup d'anecdotes, de petites histoires. Celle du survivant du naufrage est assez révélatrice, je trouve. C'est une petite parabole très efficace sur la relativité de nos désirs et de notre gratitude. L'homme à la mer, d'abord il est fou de joie d'être simplement en vie sur un débris, puis une fois dans le canot de sauvetage, ce canot devient son paradis. Mais à peine est-il hissé sur le navire de secours qu'il trouve sa cabine trop simple et il convoite celle du pont supérieur. C'est une illustration assez piquante de la nature humaine, hein. Nos besoins et notre seuil de contentement s'adaptent très vite à notre situation. Ce qui était un luxe hier devient la norme aujourd'hui et on désire toujours plus. Hubbard semble nous dire « Soyons conscients de cette tendance pour apprécier ce qu'on a maintenant ». Il y a aussi cette autre histoire, plus mélancolique peut-être, celle du riche avocat et de son fidèle serviteur chinois Sam. Après 15 ans de dévouement silencieux, impeccable, Sam annonce tranquillement qu'il doit rentrer en Chine, pour y mourir. Oui, c'est une vignette touchante et un peu énigmatique. Elle explore bien sûr la loyauté extrême, presque inconcevable pour l'avocat, mais aussi la dépendance mutuelle qui s'est créée entre les deux hommes.
L'avocat réalise soudain à quel point il comptait sur Sam pour le moindre détail de sa vie. Il y a aussi une dimension d'incompréhension culturelle, ce fossé entre la vision occidentale de la vie et cette sorte de dignité tranquille avec laquelle Sam envisage sa propre fin, selon ses traditions. C'est une histoire qui laisse songeur sur les liens humains, le devoir et les différentes manières d'appréhender la vie et la mort. Ces histoires, ajoutées à ces aphorismes sur, par exemple, l'importance croissante de la courtoisie dans le monde des affaires modernes. Il dit « La courtoisie dans tous les domaines de la vie est maintenant la règle croissante » ou sur la pérennité de l'écrit. Ce ne sont pas les actes qui durent, c'est le récit écrit de ces actes. Ça donne vraiment corps à sa philosophie. Il semble voir même le commerce non plus comme une prédation, mais comme un service humain. Tout à fait. Ces exemples concrets, ces maximes ciselées, ça ancre ces idées et ça les rend mémorables. Elles montrent comment ces grands principes, pragmatisme, service, importance du caractère, focalisation sur le présent, s'appliquent ou devraient s'appliquer, selon lui, dans tous les aspects de la vie, y compris les affaires. Sa vision du commerce comme service humain est intéressante, oui. Elle reflète une aspiration à élever les échanges économiques au-delà de la simple recherche de profit, pour y intégrer une dimension éthique et de contribution au bien-être collectif. C'était peut-être un idéal, mais un idéal qui orientait sa pensée clairement. En parcourant ces extraits, on est quand même frappé par la richesse et la cohérence de sa pensée, même si elle est exprimée de manière un peu fragmentée, quoi. Amour, travail, santé, spiritualité, tout semble lié par cette exigence d'action, de responsabilité et d'authenticité. Le style est direct, imagé, parfois un peu abrupt, c'est vrai, mais toujours stimulant. Action constante à être acteur de sa propre vie, à ne pas subir. L'accent est mis sur l'autonomie. Autonomie dans l'apprentissage, Dieu sevrez-vous. Il lance ça presque comme un cri contre la dépendance intellectuelle. Autonomie dans la pensée, d'où sa critique des dogmes religieux ou éducatifs. Et autonomie dans l'action, fais ton travail. C'est une philosophie profondément humaniste qui croit en la capacité de l'individu à s'améliorer et à contribuer positivement au monde, par l'effort, la volonté et une certaine droiture morale. Il y a un optimisme fondamental, mais un optimisme exigeant qui repose sur la responsabilité de chacun. Une exploration qui, même si elle nous plonge un siècle en arrière, soulève des questions et propose des perspectives qui peuvent encore nous interpeller aujourd'hui. Sur notre rapport au travail, à la consommation, à la connaissance, au temps qui passe. Absolument. Et pour laisser matière à réflexion, une dernière pensée de Barthes pourrait être particulièrement pertinente. Il décrivait un état qu'il appelait la dissolution mentale, comme étant cette condition où vous êtes parfaitement satisfait de votre religion, éducation et gouvernement. Une belle façon de nous rappeler l'importance de conserver un esprit critique, de ne jamais cesser de questionner, d'apprendre et d'évoluer. Merci beaucoup pour cette discussion éclairante. Merci à vous. À bientôt.